Moi, je suis Maxime Joly, je suis le fondateur et gérant de la maison Alternatinov. J'ai 33 ans et aujourd'hui, on va parler d'Alternatinov et des questions qu'on nous pose régulièrement. Alors, qu'est-ce que Alternatinov? Donc, Alternatinov, c'est une structure de type sociétal qui a été créée en 2019, qui a pour but la diminution des déchets dans le milieu du bâtiment. À travers cette vocation, deux activités. D'une part, la matériothèque, donc le lieu dans lequel on va retrouver, comme ici, nos matériaux issus de nos chantiers. Et d'autre part, la dépose soignée qui est donc l'activité d'aller déposer soigneusement des matériaux sur les chantiers. Pourquoi est-ce qu'Alternatinov s'appelle Alternatinov? C'est parce qu'en fait, c'est la fusion d'alternative et d'innovation. Alternative aux bennes de chantier. On est d'une alternative à ce qui se fait dans 99,9% des cas lorsqu'il y a des travaux de rénovation ou de démolition. Et innovation parce que ça nécessite pour nous d'appliquer des pratiques un peu innovantes, en tout cas innovantes pour les 100 dernières années dans le milieu du bâtiment, c'est-à-dire d'apprendre à réparer, d'apprendre à préserver au lieu de tout simplement jeter. Pourquoi Alternatinov est une société et non pas une association? Alors au début, on s'est questionné sur la pertinence de la structure qui couvrirait cette activité de réduction des déchets du bâtiment. Effectivement, on avait vraiment envie de partir initialement sur une association, mais ayant déjà été un petit peu dans le réseau associatif local et voyant un petit peu la façon dont ça se passait, on s'est plutôt dit, il faut qu'on crée une activité pour laquelle le modèle économique dépend de l'activité de réemploi de matériaux, de la dépose soignée, de la recommercialisation de matériaux de seconde main, plutôt que de créer une association et de partir un petit peu dans les affres qu'on a pu rencontrer par le passé à travers la constitution de dossiers de demande de subvention, etc., qui font partie des activités qui sont inhérentes à l'association. Et voilà, donc c'est pour nous effectivement un choix qui aujourd'hui s'avère judicieux d'être en statut sociétal pour les chantiers de dépose soignée, parce que quand on va sur les chantiers, qu'on intervient avec les entreprises du bâtiment, on a plus de crédibilité en tant qu'entreprise. Par contre, à l'inverse, au niveau de la matériothèque, le statut associatif, lui, est quand même plus pertinent. Par exemple, nous, aujourd'hui, quand on vend des matériaux de seconde main, on collecte 20% de TVA sur ces matériaux-là, alors qu'ils ont déjà une précédente vie. Et donc, là, pour le coup, la structure associative serait plus adaptée. Alors, est-ce qu'il y a eu des moments où ça a été compliqué au point de vouloir abandonner? En toute honnêteté, oui, bien sûr, comme tout parcours d'une aventure associative, entrepreneuriale, citoyenne, on a toujours des hauts, des bas. Nous, notre difficulté, c'est vraiment le fait que ce soit un nouveau métier, que c'est aujourd'hui pas vraiment encore ancré dans les habitudes, que c'est un combat de tous les jours. En plus de ça, on a tendance à considérer que, par exemple, quand on fait de la dépose soignée, vu qu'on intervient sur un site et que l'on va déposer soigneusement des matériaux, ça nous suffira comme salaire, entre guillemets, de se payer sur la bête, de pouvoir prendre les matériaux et de partir avec. Et donc, il a fallu déjà du temps pour faire comprendre que non, c'était un peu plus compliqué que ça, que si on voulait faire cette dépose préservante, il fallait un peu plus que simplement la récolte des matériaux déposés soigneusement pour pouvoir pérenniser le modèle économique. Donc effectivement, c'est des aventures qui sont parfois dures, qui sont complexes. En plus de ça, les matériaux de construction, c'est tout de suite volumineux, c'est tout de suite lourd, c'est tout de suite des engins de manutention, des engins logistiques conséquents. C'est pas comme quand demain on voudrait se lancer dans le reconditionnement de multimédia ou de textile, où là pour lequel les investissements sont pas les mêmes. C'est vrai que de notre côté, on est tout de suite sur des choses qui sont quand même conséquentes. Quoi qu'il en soit, ça reste une aventure qui est extraordinaire, qui est intéressante, et pour celles et ceux qui aiment justement aller sur des nouvelles voies, sur des sentiers qui ne sont pas battus, on quitte les chantiers battus, c'est une aventure qui reste malgré tout hyper intéressante. Alors au niveau de l'incendie qui a eu lieu l'année dernière sur un de nos chantiers du côté de la Thémis à Besançon, le 5 mai 2024, effectivement ça a été pour nous une opération quand même compliquée, dans le sens où ça a été pour nous un chantier qui était titanesque comparativement à notre taille à cette époque-là. C'était vraiment le chantier qui nous faisait entre guillemets décoller, qui nous faisait changer un petit peu de dimension. Et malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait attaqué le chantier déjà depuis quelques semaines. Ça se passait très très bien. Et malheureusement, il y a une bande de jeunes qui a incendié le bâtiment un dimanche soir sur un endroit dans lequel ils n'avaient rien à y faire.
Et voilà. Et donc la complexité pour nous, à partir de ce moment-là, c'est qu'au moment où on a pris ce chantier-là, on est devenu propriétaire des matériaux qu'on avait pour volonté de déposer soigneusement. Il y en a une partie qui était déposée, l'autre partie qui restait à déposer. Et donc, on avait 2 recours possibles. La première étant le recours assurantiel, qui, au bout d'à peu près un peu moins d'une année de négociation, aujourd'hui n'a pas abouti. Et notre deuxième exutoire était éventuellement la partie de la justice. Et malheureusement, les jeunes ont été appréhendés, ils ont fait de la garde à vue, mais n'ayant pas avoué qui tenait le briquet, il n'y a pas eu de procès, l'affaire a été classée sans suite. Donc effectivement, pour nous, ça a été un petit traumatisme. On a eu des pertes entre 100 et 200 000 euros suivant les appréciations qu'on peut se faire de la totalité de l'impact et des dédommagements et indemnités qu'on pourrait avoir. Ce qui est beaucoup trop pour une structure comme nous. Aujourd'hui, on espère rebondir, c'est très optimiste pour l'avenir, mais effectivement, c'est compliqué pour les jeunes structures comme nous de traverser ce type de choses. Voilà. Et alors, est-ce qu'il y a des formations existantes sur le réemploi de matériaux? Alors oui, aujourd'hui, il commence à y avoir quelques formations en France sur le réemploi de matériaux. Il y a des formations notamment pour la partie diagnostic, PEMD ou ressources, mais ça, vous y verrez plus tard avec Stéphane, qui sont organisées par le CSTB, le centre technique du bâtiment, un petit peu la partie un petit peu théorique et juridique du bâtiment. Pour la partie un peu plus pratique, il y a Ecomat 38 qui ont lancé une formation sur les requalificateurs de matériaux. C'est vrai que c'est des nouvelles formations. De manière générale, il y en a vraiment encore très très peu, pour la simple et bonne raison que c'est un tout nouveau métier et que la filière est en train de se structurer. Nous, de notre côté, Alternatinov, on va intervenir régulièrement avec le pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté pour de la formation sur de la dépose soignée. Donc n'hésitez pas à vous tourner auprès du pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté si vous avez des questions à ce sujet-là. Alors, pourquoi est-ce que nous avons des cagnottes litchi? Donc nous avons des cagnottes litchi aujourd'hui. On en avait justement lancé une il y a quelques temps, dès lors qu'on avait subi l'incendie de Besançon Tennis. Et aujourd'hui, on en relance une effectivement, pour la simple et bonne raison qu'on doit encore aujourd'hui consolider notre modèle économique, que l'on doit aussi faire face toujours à cet incendie-là pour lequel on n'a encore pas aujourd'hui de voie d'espérance en termes d'indemnité. Mais de manière générale, ça permet aussi de pouvoir offrir une possibilité de soutien à celles et ceux qui voudraient soutenir la cause que défend Alternatinov, le réemploi, reconditionnement de matériaux, mais qui n'ont pas besoin d'aller acheter d'isolation ou d'appareils sanitaires ou de portes, et qui veulent quand même soutenir dans tous les cas la cause. Donc on lance ces cagnottes litchi là aussi pour vous, que vous puissiez nous permettre de nous aider et de nous structurer et de nous consolider. Alors, quel type de projets ont déjà été réalisés? Donc, Alternatinov, on a déjà travaillé sur multiples types de projets. On a travaillé aussi bien sur des logements d'habitation, de la maison individuelle, même si aujourd'hui, ça se fait de manière de plus en plus rare. On a travaillé également sur des écoles, sur des salles des fêtes, sur des plateaux de bureaux, sur des locaux industriels, un site de production nucléaire. Donc, on peut vraiment dire qu'on peut être amené à intervenir sur tout type de bâtiments. On peut également intervenir par exemple sur des surfaces commerciales, sur des bâtiments historiques, etc., etc. Donc nous, on intervient à partir du moment où il y a un potentiel réemploi qui est intéressant, on est prêt à intervenir partout. Mais aujourd'hui, la plupart du temps, on intervient effectivement sur des chantiers de moyenne à grande dimension. Alors, est-ce que nous avons régulièrement des SAV sur nos matériaux vendus? Alors, en toute honnêteté, il nous est arrivé à quelques reprises d'avoir des SAV sur les différents matériaux qu'on a vendus, à savoir peut-être l'équivalent de 5-6 SAV qu'on a pu avoir depuis notre création, ce qui fait peut-être l'équivalent d'un ou deux SAV par an, donc ce qui reste très quand même peu comparativement au nombre de ventes totales qu'on fait. Et la plupart du temps, les SAV qu'on a rencontrés, il s'agissait de SAV sur que ce soit la robinetterie sanitaire, que ce soit des circulateurs de chauffage, que ce soit sur éventuellement un radiateur qui est percé. C'est beaucoup des SAV qui sont liés avec tout ce qui va être technique, fluide, chauffage, ventilation, sanitaire, etc., etc. Donc moralité, si vous voulez pas prendre de risques sur le réemploi, orientez-vous plutôt sur des matériaux simples, ou alors si vous les orientez sur des matériaux techniques, attention, attendez-vous à ce qu'il y ait potentiellement un peu de SAV à ce niveau-là. Au sujet du réseau des matériothèques en Bourgogne-Franche-Comté, donc faut savoir qu'aujourd'hui il y a plusieurs matériothèques existantes ou en projet. En existante, je pense aux Valoristes Bourguignon à Chalon-sur-Saône par exemple, ou LMD Construction à Vesoul, qui sont des matériothèques qui font aussi bien matériothèques que des postes soignés, mais on a également des partenaires de matériothèques en devenir
celle du Citevum, celle du Bélieu avec Préval, avec la Comcom de Morteau-le-Russey, celle à nouveau de Val-d'Aon avec la Comcom des Portes du Houdou. Bref, il y a tout un réseau aujourd'hui de matériothèques émergentes en Bourgogne-Franche-Comté avec lesquelles on a envie de travailler, on a envie vraiment de se structurer. C'est déjà le cas aujourd'hui, il n'est pas rare que nous travaillons ensemble sur des chantiers de dépôt soigné relativement conséquents en termes de taille. Le fait de s'allier ensemble là-dessus, ça nous permet d'avoir une plus grande capacité d'action, de pouvoir répondre aux délais qui nous sont imposés, même s'ils sont soutenus sur des gros chantiers. Ça nous permet, entre matériothèques, de monter en compétences ensemble et de vraiment évoluer ensemble. Ça nous permet également de pouvoir mutualiser éventuellement du matériel, de se prêter du matériel mutuellement. Et on a envie de pousser ça, on a envie de pousser cette coopération plus loin pour aller jusqu'à même des spécialisations, des spécificités territoriales, avec une matériothèque spécialisée en tel type de reconditionnement, une autre matériothèque spécialisée en tel type, etc., de sorte à créer un peu une synergie, une symbiose entre les matériothèques pour qu'on puisse réussir à se structurer de manière harmonisée et de manière bienveillante les unes les autres, plutôt que de chacun un petit peu se tirer dans les pattes. Et je suis content aujourd'hui d'admirer qu'en Bourgogne-Franche-Comté, l'entente est plus que bonne. Alors, notre partenariat aujourd'hui avec les collectivités, il est plutôt très bon. Disons que même si une grosse partie de notre travail consiste à aller faire de la dépose soignée sur les chantiers, on travaille également depuis peu maintenant aussi, depuis longtemps à la fois sur le papier et depuis peu d'un point de vue opérationnel, sur les déchets issus des déchetteries. Donc nous, Alternatives, on est situé sur le territoire Préval, qui correspond au Doubs et Porte du Houdou, en gros, s'il fallait résumer, et qui est composé de 13 déchetteries pour lesquelles on est en train d'expérimenter un incubateur à matériothèque, qui celle-ci aura pour source d'approvisionnement les matériaux issus des déchetteries et non pas des chantiers de dépôt soignés. Et c'est donc en cela qu'on est content d'avoir justement ces partenaires qui nous permettent de pouvoir continuer à monter en compétences sur le réemploi des matériaux, cette fois-ci non pas sur les chantiers, mais en déchetterie, et d'expérimenter et de voir qu'est-ce que ça donne. On est tous d'accord pour dire que dans nos déchetteries, il y a des choses qui sont jetées et qui valent, entre guillemets, qui ne méritent pas d'y être. On est tous d'accord là-dessus, mais comment, dans quelle mesure, dans quel tonnage, dans quel volume, sur quels matériaux, etc. Ça, on est en train d'expérimenter aujourd'hui avec eux. Et on remercie du coup pour ça les collectivités locales, Préval, et les citoyens qui veulent se bouger pour justement faire changer les choses. Alors, quels sont les clients de la dépose soignée ? Donc aujourd'hui, en termes de clientèle pour la dépose soignée, on peut avoir soit d'une part la maîtrise d'ouvrage, qui va faire par exemple un appel d'offres dédié dépose soignée, dépose conditionnelle, dépose préservante, voilà, pour laquelle du coup nous on va répondre et on va avoir un lot dédié. Donc là, dans ces cas-là, on travaille directement pour le compte de la maîtrise d'ouvrage. Mais la plupart du temps, on va surtout travailler en sous-traitance, souvent, dans le lot démolition, désamiantage, curage, etc. Donc ça fait partie d'une grosse partie de notre activité, de travailler en sous-traitance pour les démolisseurs, ou alors même des fois en sous-traitance directement pour les entreprises du bâtiment. Par exemple, les étancheurs en toiture plate, on travaille beaucoup en sous-traitance pour eux. Il y a une belle synergie qui s'opère entre notre travail de dépose soignée, de récupération, et eux, leur rénovation de toiture plate qui s'opère. Donc voilà, on a plusieurs façons de pouvoir intervenir sur les chantiers. En direct avec le maître d'ouvrage ou en sous-traitance pour le démolisseur ou pour les entreprises du bâtiment. Alors bonjour à tous, moi c'est Adeline, j'ai 22 ans et je travaille pour Alternatives depuis le mois d'octobre et je suis donc en alternance pour mon année de licence. Et aujourd'hui je suis là pour répondre à vos questions sur la matériothèque et sur Alternatives en général. Alors Alternatives a deux types de clientèle. On va avoir une clientèle plus professionnelle pour la dépose soignée avec par exemple des communes telles que Besançon, Morteau, le Russey, ou encore des communautés de communes avec par exemple le Doubs-Beaumois, ou encore avec des professionnels. Pour après, ce qui est la clientèle de la matériothèque où nous sommes aujourd'hui, ce sera plus une clientèle de particuliers avec des personnes qui vont faire soit de la rénovation, soit de la construction peut-être des fois, ou des personnes qui ont des travaux un petit peu plus ponctuels à faire chez eux et qui viendront chercher des petites pièces qui leur manquent, qu'ils ont repérées soit sur les réseaux ou soit qui viennent découvrir à la matériothèque à cause de leur curiosité, ou grâce à leur curiosité plutôt. Alors, combien de personnes il y a dans l'équipe d'Alternatives ? Aujourd'hui, on est 7 personnes chez Alternatives, avec les déconstructeurs, donc déposeurs soignés, la partie administrative, la partie communication, etc. On est très fiers d'avoir pu avoir des postes déjà en tant que tels au sein d'Alternatives, parce qu'il a fallu travailler quelques années bénévolement quand même avant d'en arriver là.
Alors, quelle subvention une entreprise comme Alternatinov peut toucher? La région Bourgogne-Franche-Comté peut nous aider au niveau des investissements et on a aussi des aides d'éco-organismes tels que Valobat qui nous aident pour les tonnes de déchets évitées, qui est une très belle avancée pour nous et une très bonne aide. Est-ce que l'entreprise Alternatinov prend des stagiaires ou des apprentis? Alors pour le coup, l'entreprise prend effectivement des apprentis puisque je suis moi-même apprenti et qu'avant j'avais une prédécesseur, donc oui, il y a des apprentis. Et on a également des stagiaires. On en a d'ailleurs 2 qui vont arriver très prochainement pour des périodes, il me semble, de 3 à 6 mois. Alors, est-ce qu'Alternatinov fait de la dépose soignée bénévolement? Pour le coup, il n'y a pas de dépose soignée bénévole. Notre entreprise, elle a une activité qui est réglementée. On ne peut pas aller comme ça sur des chantiers et juste récupérer des matériaux. Tout est bien organisé, j'ai envie de dire. Donc non, on ne fait pas de dépose soignée bénévole. Après, il peut y arriver sur très rares cas que ce qu'on dépose, ça puisse rentabiliser entre guillemets le chantier. C'est tout. Bonjour, moi je m'appelle Thomas Billon, donc je suis responsable du site de l'Essai, donc de la matériothèque de l'Essai. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs questions qui se posent. Moi je vais essayer de répondre à quelques-unes, notamment donc le rôle de la matériothèque de l'Essai. Donc nous ici, c'est vrai que donc comme du Beaumois nous a permis d'avoir ce lieu. Donc on est sur les anciennes usines Stanley Bost, voilà. Donc on reçoit donc les matériaux que les collègues apportent ici, donc après démontage. Et puis du coup ici on stocke, on référence, on est donc sur le Bon Coin, on est sur réemployé.fr, voilà. Je suis pas tout seul, hein, j'ai des collègues qui m'aident à faire tout ça parce que c'est un boulot qui est assez compliqué. Et donc voilà, assez régulièrement sur les chantiers, on récupère du matériel, on le stocke, on le référence et puis on le met donc en vente ici. Est-ce qu'il y a une formation particulière? J'ai un peu de bouteille dans les travaux, dans les matériaux, dans la rénovation, dans la construction. C'est pour ça que du coup, Maxime Joly m'a embauché ici. Donc voilà, une formation, oui, il y a une chose qui est un peu compliquée au niveau du référencement, de l'outil informatique qui est assez complexe. Comme je disais tout à l'heure, voilà, j'ai des collègues qui m'aident à ce sujet. La formation, oui, il y a une formation de magasinier, effectivement, que j'ai fait avant d'être embauché. Et puis, une connaissance de tous les différents matériaux, en fait, hein, parce qu'on a une gamme de produits qui est assez variée quand même, hein, soit en électricité, en plomberie, en bois. Donc les tarifs, l'idée c'est quand même de réussir à tous s'en sortir. Les gars qui sont sur chantier démontent et puis nous on revend et on essaie de vendre entre 5 et 30% moins cher que le commerce. L'idée c'est que tout le monde soit payé, on est une équipe de 7 là, hein, et puis voilà, faut que tout le monde s'en sorte, mais aussi il faut que les personnes qui viennent ici ils trouvent leur compte, donc de faire au mieux, au plus juste, et puis que tout le monde s'y retrouve, quoi. Quelle est la différence entre la dépose soignée et le curage, la démolition? Il y a plusieurs termes, il y a plusieurs sémantiques dans l'idée, mais ça revient toujours au même, c'est-à-dire que, comme je disais, voilà, il y a une équipe, faire appel à une pelleteuse qui va tout casser, évidemment que ça coûtera moins cher que des gars qui vont se casser la tête à faire en sorte que ce soit déposé, donc que ce soit sorti proprement. Donc voilà, mais l'un dans l'autre, on s'est rendu compte que ça coûtait voire moins cher. C'est vrai que quelqu'un qui va passer 3 heures à démonter un parquet, c'est vrai que c'est compliqué. Nous, à leur vente, on va essayer de s'y retrouver, mais ça coûte pas beaucoup plus cher de faire appel à nous et de faire en sorte que tout le monde s'en sorte et que on puisse réemployer le matériau. Et moi, pour être dans le métier depuis très longtemps et voir des gens qui passent ici et qui nous disent que les matériaux sont de plus en plus chers, venir ici et puis trouver des produits qui sont donc entre 5 et 20-30% moins cher que le commerce, les gens sont super contents. Donc au final, on s'y retrouve et on n'est pas beaucoup plus cher que de la démolition, que de la casse et puis tout foutre à la poubelle, quoi, en fait. Le site là, il est en construction, il est en devenir. Ça fait pas très longtemps qu'on est là. On essaie de faire en sorte que les gens qui viennent, parce qu'il y a des gens qui viennent assez régulièrement quand même, une variété de produits, que ça change, que ce soit agréable à voir, qu'il y ait une circulation dans on appelle le showroom, de comporter tout le monde, quoi. Donc bonjour, je m'appelle Gaël Truche, je suis chef de chantier chez Alternatinov. Donc oui, on peut nous donner des matériaux ou on peut venir collecter des matériaux chez vous avec nos camions également. Donc oui, vous pouvez nous donner des matériaux ou on peut venir les collecter avec nos camions.
Après, il faut nous envoyer les informations avant, quelques photos, c'est bien. Et nous, on a du recul sur ce qui est possible de vendre en matériothèque, ce qui est pas possible de vendre en matériothèque, ce qui se vend bien, ce qui se vend pas. Et en fonction de ce que vous nous proposez, on pourra accepter ou se déplacer pour venir chercher ces matériaux chez vous. Des fins de chantier, des choses que vous avez démontées. On regardera ça ensemble. Quels matériaux on a en grande quantité? Des radiateurs, des appareils sanitaires, ça va être électrique, plomberie, ça c'est des choses qu'on va avoir en grande quantité. Puis après on va avoir des séries plus exceptionnelles. Là en ce moment on a une grande série de bardages en bois qui arrive, qui est du déclassé d'industrie, ce qu'on va avoir en grande quantité. Alors pourquoi on va pas racheter des matériaux? Généralement on va pas racheter des matériaux parce que nous on existe pour éviter que les matériaux aillent à la poubelle. Donc ce qu'on va venir reconditionner, retrier et remettre en matériothèque, c'est des matériaux qui étaient destinés à partir à la poubelle. Donc si des gens veulent revendre des matériaux, il y a plein de plateformes sur internet qui le font très bien. Voilà. Nous le but c'est vraiment de récupérer ce qui va à la poubelle. Donc on va aller chercher sur les chantiers ce qui est destiné à la destruction, pas ce qui est destiné à la revente. Si les gens veulent revendre leurs matériaux, ils peuvent le faire d'eux-mêmes. Alors, est-ce qu'on fait de l'insertion? Alors nous, on n'est pas une structure d'insertion, mais par contre, on fait régulièrement appel à de la main-d'œuvre d'insertion, de structures qui, elles, sont des structures d'insertion. Donc sur nos chantiers, appel à de l'insertion sur du démontage, sur du reconditionnement. C'est souvent qu'on a besoin de grosses équipes parce que la dépose soignée demande beaucoup de main d'œuvre et donc du coup on fait appel à des équipes d'insertion, des équipes avec qui on prend plaisir à travailler. Ils sont nombreux, souvent c'est des gens qui sont efficaces. On fait souvent appel à ces structures d'insertion. Qu'est-ce que c'est que de la dépose conditionnelle? Alors, la dépose conditionnelle, c'est sur des chantiers de déconstruction où c'est des matériaux qu'on sait qu'on va pas forcément pouvoir vendre. Donc, en fait, on va les mettre en vente en amont. Si on trouve des clients, si vous êtes intéressé par ces matériaux-là, on procédera au démontage de ces matériaux-là. Par contre, si ces matériaux-là trouvent pas acquéreur et que on sait qu'on va les démonter et qu'on a très peu de chances de les revendre, en fait, on va les laisser partir en destruction. Ça va être ça la dépose conditionnelle. Alors que si la dépose n'est pas conditionnelle, c'est des matériaux qu'on sait qu'on va dans tous les cas revendre. On va donc forcément faire la dépose, forcément la ramener en matériothèque. Et là, on sait qu'on trouvera des acquéreurs. On a assez d'expérience aujourd'hui pour savoir un petit peu qu'est-ce qui va se vendre, qu'est-ce qui va pas se vendre. Donc si on n'est pas sûr de le vendre, on le passe en dépose conditionnelle. Donc bonjour, je suis Stéphane Sapolin, directeur général de la société Alternatinov et également président du bureau d'études réemploi Low Carbon Design, donc basé à Houtot, dans le Haut-Doubs. Un bureau d'études réemploi, c'est une société qui intervient en amont quand un projet de réhabilitation voire de démolition va être mis en place, éventuellement même dans certains cas des bâtiments neufs, où l'objectif va être de limiter l'utilisation de matériaux neufs ou de limiter les déchets qui vont être produits au cours de ces chantiers-là. On intervient à différents niveaux que je vais vous expliquer par la suite. Donc le diagnostic PEMD, qu'est-ce que c'est? Donc diagnostic PEMD pour produits, équipements, matériaux et déchets. Donc l'objectif de ce diagnostic va être de récupérer, recueillir et formaliser de l'information sur des chantiers qui ont pour vocation d'encourager des pratiques de réemploi. Donc l'objectif, c'est de savoir déjà ce qu'on a sur place sur un site, de savoir ce qui est en bon état, ce qui est en moins bon état, tout ce qui est quantitatif. On a besoin de savoir, par exemple, combien de mètres carrés de faux plafond on va pouvoir récupérer, s'il y a des radiateurs qu'on peut récupérer, des huisseries qui sont en bon état, etc. Et l'objectif, c'est de pouvoir utiliser ces informations de la façon la plus pertinente possible. Donc nous, ce qu'on essaie de faire avec Low Carbon Design, c'est de pouvoir numériser ces éléments-là pour qu'on puisse les utiliser avec les entreprises. Évidemment, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Donc, ça veut dire quoi numériser? Ça veut dire fournir des éléments numériques. Ça peut être des tableurs Excel. De plus en plus, on s'oriente vers des plateformes numériques qu'on va pouvoir mettre en avant sur des sites spécialisés où, du coup, les personnes qui sont intéressées par les éléments qui sont présents sur le site vont pouvoir se positionner dessus et vont pouvoir éventuellement réserver ou acheter en ligne ces éléments-là. Voilà. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui se fait dans le temps long. Le diagnostic vient être mis en place assez tôt, en fait, dans le programme. L'objectif, c'est de pouvoir à la fois utiliser ces éléments pour, donc, comme je disais, la maîtrise d'œuvre, les bureaux d'études,
tous ceux qui sont potentiellement intéressés pour faire du réemploi in situ ou ex situ, donc qu'on pourra expliquer par la suite. En tout cas, le diagnostic PEMD, c'est la pierre angulaire du réemploi, puisque c'est lui qui va nous permettre de savoir quels sont les éléments qu'on a sur site, qu'est-ce qu'on va pouvoir éventuellement réemployer et comment est-ce qu'on va pouvoir le réemployer. Et c'est ça en fait qui va nous permettre d'avoir donc cette base de réflexion initiale. Le diagnostic ressources, il est complémentaire du diagnostic PEMD. Le diagnostic PEMD, c'est un diagnostic réglementaire, obligatoire, bien normé, notamment depuis 2023. L'objectif, c'est de pouvoir complémenter ce diagnostic PEMD par des analyses un peu plus poussées. D'ailleurs, on peut tout à fait faire un diagnostic ressources sans avoir fait de diagnostic PEMD. Là, l'objectif, ça va être de structurer en fait des informations sur un site, produire des fiches produits, donc c'est-à-dire caractériser les éléments, les cotes, le matériau, la qualité du produit, le nombre, mais de façon un peu plus informelle, de façon à pouvoir intervenir rapidement et de mettre en place des démarches de réemploi plus simples, ou dans le cadre de projets de réemploi qui sont déjà initiés avec une maîtrise d'ouvrage, ou dans le cadre d'un groupement de maîtrise d'œuvre, c'est sur la base d'un diagnostic PEMD qui aura été réalisé de façon exhaustive, mais du coup, on va dire peut-être un peu plus superficiel que ce qui est nécessaire quand on a besoin d'avoir des informations complémentaires sur des éléments techniques, par exemple. On va engager un diagnostic ressources qui va permettre de pouvoir identifier on va dire des filières de réemploi ou des potentiels de réemploi qu'on n'aura pas forcément identifiés. Il faut bien avoir en tête que sur un bâtiment, il y a énormément de références, énormément de produits différents, donc on ne peut pas avoir une analyse poussée sur tous. Donc on peut avoir une première analyse assez exhaustive et ensuite, ça c'est le travail des professionnels, ou l'intérêt de travailler aussi avec des structures comme Alternatinov, c'est de savoir ce qui va être pertinent de pouvoir réemployer sur un site, ce qui va partir, de quelle information on a besoin, etc. Ce qui va nous permettre de compléter les diagnostics et d'augmenter les chances, in fine, de pouvoir réemployer les éléments. Dans le cadre des démarches de réemploi, on peut être amené donc à identifier des filières de réemploi en fonction des possibilités qu'on aura identifiées, notamment dans le cadre du diagnostic PEMD, des typologies de réemploi différentes. Donc le réemploi qu'on appelle in situ vise du coup à réemployer des éléments qui sont identifiés sur un chantier pour pouvoir les réemployer sur le même chantier. Alors de façon générale, sur le réemploi, on va identifier, on va dire, 3 grandes typologies de réemploi. C'est la sauvegarde, où en gros on ne touche à rien, on laisse les éléments en place parce qu'on a considéré qu'ils sont en suffisamment bon état et qu'ils répondent aux contraintes et aux performances thermiques ou esthétiques ou potentiellement techniques de façon générale, pour du coup rester sur le site. Voilà. Dans certains cas, le réemploi in situ nécessite qu'on fasse une dépose d'un élément, typiquement un radiateur, on va devoir le déposer pour le nettoyer, s'assurer qu'il ne fuit pas, éventuellement changer quelques éléments pour le reposer. Voilà. Pareil pour des sanitaires, c'est des choses qui aujourd'hui se font assez régulièrement. On va déposer des sanitaires, on va les nettoyer, on va changer potentiellement les éléments qui sont des éléments d'usure pour venir les reposer avec un équivalent neuf. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du réemploi in situ. Donc là, c'est pareil, c'est des éléments qui sont identifiés en amont dans le diagnostic PEMD. Donc on a le quantitatif, on sait dans l'état où ils sont, et ce qui va nous permettre de pouvoir identifier cette possibilité-là. Pour les éléments dont on sait qu'ils ne vont pas pouvoir être réutilisés sur le site, évidemment l'objectif c'est de ne pas les jeter, donc on va essayer de trouver des filières. Donc ce qu'on appelle des filières, c'est on va dire des structures qui sont déjà pré-identifiées, donc on sait qu'on va pouvoir qu'on va pouvoir solliciter pour venir leur revendre ou voire donner ces éléments-là. Typiquement du plancher technique, encore une fois des radiateurs, il y a des structures identifiées. Alors malheureusement, on n'identifie pas toujours toutes ces filières-là en amont. Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir faire de la vente. Donc soit on fait de la vente en pied de chantier, donc là pour le coup c'est Alternatinov qui peut s'en occuper, ou on peut faire des ventes sur des matériothèques comme celle là où on est aujourd'hui. L'objectif, c'est évidemment de pouvoir caractériser ces éléments et de pouvoir les proposer à des particuliers ou à des professionnels. Voilà, donc aujourd'hui, ce qu'on appelle filière, ça peut être des filières plus ou moins structurées, mais en tout cas, l'objectif, c'est toujours de pouvoir ne pas jeter les éléments à la benne. Voilà. Et à la fin, si vraiment on n'a
pas trouvé de preneur, il est toujours possible de faire des dons à des structures associatives, des ressourceries. Évidemment, toujours des éléments de réemploi qui sont de bonne qualité, avant de pouvoir du coup envoyer une partie de ces éléments en recyclage. Donc, réemploi in situ, ex situ, et puis éventuellement sauvegarde. Voilà, c'est les 3 principales démarches de réemploi qu'on peut utiliser sur un chantier. Alors le sourcing, c'est le pendant finalement du réemploi ex situ, puisque quand on veut vendre ou réemployer des éléments, il faut évidemment avoir des preneurs. Donc ces preneurs-là, ils peuvent être de différentes natures, hein. Ça peut être évidemment des particuliers ou des professionnels. D'où l'intérêt d'avoir une matériothèque à disposition, c'est que quand on veut chercher des éléments de réemploi, il faut avoir quand même des éléments à disposition. Il faut des professionnels qui sont en capacité de pousser de l'information, la caractériser de façon aussi précise et certaine que possible. Donc c'est l'objectif en fait de ces démarches-là. Donc moi, le Carbon Design, en tant que bureau d'études réemploi, on est amené à solliciter des partenaires régionaux quand on fait des recherches d'éléments de réemploi pour des chantiers. Donc ça, c'est du travail qu'on fait pour les professionnels. Évidemment, ils peuvent se déplacer en direct sur la matériothèque, ils peuvent solliciter Alternatinov quand ils recherchent des éléments de réemploi ou des partenaires locaux. Et évidemment, les particuliers sont invités à venir chercher des éléments pour leurs propres travaux en sourcing. Mais ce qui est important en fait à prendre en compte, c'est que cet élément-là nécessite finalement ne remplace pas finalement du neuf. Hein. Le réemploi ne pourra jamais du coup combler complètement des achats, mais par contre, ils peuvent venir compléter des fournisseurs classiques, on va dire, qui vendent du neuf. Et on peut mettre dans certains lots 5, 10, 15, 20, 50% d'éléments de réemploi. Voilà, ça nécessite entre guillemets un effort supplémentaire, en tout cas pas forcément un effort, mais des habitudes supplémentaires, où on va aller chercher des fournisseurs pour des éléments de réemploi auprès de professionnels, en complément des fournisseurs habituels auxquels les entreprises font appel. Un petit point du coup qui nous paraît important en termes notamment de financement. Donc aujourd'hui, le réemploi reste une activité qui est en développement, qui n'est pas encore complètement mature. Aujourd'hui, on est accompagné par des structures qui sont donc des éco-organismes qui du coup sont apparus il y a environ 2 ans et qui nous permettent de nous accompagner sur des activités de réemploi, sur des chantiers, sur des activités un peu plus génériques ou sur des activités qui sont spécifiques sur un programme. Voilà. Pour les personnes qui sont en charge de lancer des programmes, des chantiers de réemploi, ne pas hésiter en fait à solliciter ces éco-organismes. Donc il y en a 4 pour le domaine du bâtiment. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir voir si vous êtes éligible à certaines activités, de déposer des dossiers auprès d'eux. Ils sont réactifs, ça vous permet de limiter au bout du compte les coûts. Donc le Carbon Design a sollicité certains d'entre eux pour un programme sur Besançon. Donc on a obtenu des financements, ce qui nous a permis d'aller plus loin dans nos démarches. Il y a des aides aussi pour les matériothèques, il y a des aides pour les maîtres d'ouvrage, pour les diagnostics PEMD, pour les dépôts soignés, pour des activités un peu d'innovation. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site de ces éco-organismes qui pourront potentiellement vous accompagner dans les démarches de réemploi. Alors peut-on intégrer des matériaux de réemploi dans des bâtiments publics? Alors oui, nous il nous est déjà arrivé, il nous arrive régulièrement de fournir des matériaux pour des bâtiments publics ou même privés. Vous savez que dans ce type de bâtiments-là, il existe des bâtiments de type ERP, établissement recevant du public, ERT, établissement recevant des travailleurs, et donc en fonction de la typologie d'établissement recevant du public, on peut avoir plusieurs, on va dire, degrés d'exigence technique qui sont nécessaires pour intégrer des matériaux. Notre problématique dans les matériaux de réemploi, elles sont les suivantes quand on souhaite les intégrer dans les bâtiments publics. Il faut qu'on puisse passer plusieurs filtres. Le filtre de la contrainte architecturale, la contrainte esthétique, la contrainte technique, phonique, thermique, coupe-feu, réglementaire, etc., etc. Et ce qui fait que, pour nous, aujourd'hui, en termes de matériothèque, c'est encore compliqué de fournir des matériaux de réemploi dans des bâtiments publics. Ça nécessite pour nous de déployer beaucoup
d'efforts de recherche de traçabilité, de qualification du matériel, de reconditionnement, de certification. Et donc pour ce faire, aujourd'hui, on n'est encore pas très bien structuré pour fournir sur ce type de chantier. Donc si j'aurais un conseil à donner, si on veut fournir des matériaux dans des bâtiments publics ou privés, c'est concentrez-vous sur les matériaux plutôt simples, en grande quantité, si possible pas très apparents, comme ça évitera de susciter la question de l'homogénéité, et ce sera déjà très bien. Quelles évolutions futures sont envisagées pour Alternatinov? Tout d'abord, nous allons avoir des prestations de reconditionnement qui seront plus professionnelles. Nous souhaitons également avoir plus de liens avec les matériothèques de Bourgogne-Franche-Comté, notamment via la plateforme numérique qui devrait arriver très prochainement. Et nous souhaitons également avoir plus de jours d'ouverture pour la matériothèque, donc le lieu où nous sommes aujourd'hui, puisqu'actuellement nous sommes ouverts que les vendredis et les samedis matins. Alors, quels sont les secteurs avec lesquels Alternatinov travaille le plus? Nous travaillons avec les personnes qui ont la volonté de réduire leur impact environnemental. Nous travaillons notamment avec des villes telles que Besançon, Morteau ou Le Russey, comme j'ai déjà dit précédemment. Nous travaillons avec des bailleurs sociaux, par exemple, tels que Neolia, mais également avec des écoles, par exemple, le lycée du Hamel de Dole. Voilà un petit peu le panel qu'on peut avoir de personnes avec qui on travaille. Aujourd'hui, comment est décomposé le chiffre d'affaires d'Alternatinov? Le chiffre d'affaires d'Alternatinov va être décomposé en deux parties, puisqu'elle a deux secteurs d'activité qui sont parfaitement à l'équilibre. On va déjà avoir les prestations de dépôt soigné, puis ensuite les ventes qui se font à la matériothèque. C'est donc pour ça qu'on ne pourrait pas se permettre d'avoir que l'activité de dépôt soigné ou que l'activité de vente en matériothèque. Si on se concentrait que sur l'activité de dépôt soigné, on aurait déposé des matériaux, mais après, on n'aurait pas d'endroit où les stocker, on n'aurait pas de vente à faire, etc. Il nous manquerait vraiment un gros palier. Et si on avait que la vente de matériaux, on serait un peu tributaire de ce qu'on vend, ce qui serait un petit peu compliqué comme modèle économique. Alors c'est vrai aussi qu'on a une question qui revient assez souvent, c'est est-ce que vous livrez? Alors oui, on livre. Le référencement, les photos qui sont sur le Bon Coin, qui sont visibles voilà sur les différents sites, font que les personnes peuvent voir les matériaux qu'on a. Les gens peuvent venir aussi. On a une grille tarifaire, une zone géographique. Donc zone A, zone B, zone C, avec un tarif forfaitaire de 25 à 40 €. Et puis après, il y a un frais kilométrique. On a un collègue à nous aussi qui fait partie de l'équipe, qui a un camion. Donc voilà, effectivement, quelqu'un qui voudrait récupérer 6 palettes de tuiles, voilà, donc on livre, c'est possible. Mais voilà, il faut nous appeler. Hein, donc on a plusieurs numéros. Le numéro d'ici, c'est le 06... Donc c'est le numéro d'ici, voilà, où vous pouvez nous appeler par rapport à ce que j'avais vu sur le Bon Coin. On peut voir, on peut discuter ensemble de là où vous habitez, de la quantité, de vos disponibilités, des nôtres aussi, et puis voilà, c'est possible de livrer.